La FNSEA utilise tout le temps le mythe de l'unité paysanne. D'ailleurs, ce qu'ils viennent de faire, là, et nous on s'est indigné de ça, c'est une récupération des colères agricoles qui se sont exprimées dans les zones intermédiaires et d'élevage. Il faut rappeler l'origine de la colère agricole là, qui s'est exprimée dernièrement. La phase épidermique, j'ai envie de dire, elle vient de la stratégie sanitaire qui a été menée par le gouvernement pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse, à la fois sur le fond, à la fois sur la forme. Sur le fond, parce qu'ils ont choisi de centrer leur stratégie sur l'abattage total, et qui rend tous les éleveurs et les éleveuses complètement... qui nous met dans le désarroi, parce que ça attaque directement le sens de notre métier, c'est-à-dire la relation à l'animal. Ça, c'est sur le fond, et puis sur la forme. Nous, on se rappelle qu'alors qu'on avait fait des propositions très concrètes de sortie de crise pour un abattage total avec une expérimentation, le gouvernement, par l'intermédiaire de la ministre de l'Agriculture, a choisi de déloger les paysans et les paysannes avec les forces de l'ordre, donc d'une manière très très violente. À mon avis, c'est assez simple, c'est-à-dire que nous assumons de désobéir, nous assumerons de désobéir aux règles européennes quand l'intérêt général du pays il est en jeu. Donc, par exemple, s'il faut progressivement interdire l'importation de produits que nous jugeons dangereux pour la santé aux frontières françaises, nous le ferons. Et par ailleurs, ça protégera ceux qui produisent en France et qui ont un certain nombre de règles. Pourquoi on ne pourrait pas désobéir quand c'est l'intérêt général du pays et qu'il y a la santé qui est en jeu quand même? Nous, à la Confédération paysanne, c'est une question, l'Europe, là, qui nous alimente beaucoup en ce moment. Parce que le constat qu'on fait, c'est que c'est une Europe qui ne fonctionne pas, qui fragilise les paysans, les citoyens et les citoyennes. D'abord, parce qu'on nous met en compétition les uns avec les autres entre États. Enfin, déjà, on est en compétition au niveau de la France, mais entre États, on nous met en compétition les uns avec les autres. Et en plus, l'Europe nous met aussi en compétition, quelque part, avec les pays, là, en l'occurrence, du Mercosur. Mais on a beaucoup d'accords de libre-échange qui nous mettent en compétition avec les paysans partout dans le monde. Pour nous, l'agriculture, ce n'est pas une compétition. La compétition est satisfaite, encore une fois, que les financiers et l'agro-industrie. Donc là, l'Europe devrait être protectrice des citoyens et des citoyennes et des paysans et des paysannes en particulier, quoi. À l'heure où nous enregistrons cette émission, donc le 21 janvier 2026, le traité du Mercosur vient d'être rejeté par le Parlement européen, malgré le rôle majeur de la part de la Commission européenne et notamment d'Ursula von der Leyen pour promouvoir cet accord de libre-échange avec le continent sud-américain et malgré les conséquences lourdes à prévoir pour le secteur agricole français avec, notons-le quand même, l'opposition timide de la France. À l'heure où les citoyens sont inquiets d'une situation internationale et intérieure trouble et réclament une protection de la part des gouvernants pour avancer dans une époque incertaine, la priorité du moment est pourtant de soumettre des pans entiers de notre économie à la concurrence internationale, et notamment le secteur agricole qui remplit nos assiettes chaque jour. Aujourd'hui, nous allons en discuter avec Aurélie Trouvé. Aurélie Trouvé, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, ingénieure agronome, enseignante-chercheuse en économie, co-responsable du département d'économie de l'Institut de la Boétie et affiliée au groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Stéphane Gallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes paysan, éleveur bovin, engagé de longue date sur les questions agricoles dans le débat public et porte-parole national de la Confédération paysanne. Avant de commencer cet entretien, nous vous rappelons que Le Vent se lève est un média entièrement bénévole, mais dont l'activité nécessite d'importants moyens. Nous avons lancé une campagne de financement participatif. Si vous appréciez notre travail, si vous souhaitez que nous puissions pérenniser ces entretiens croisés, vous pouvez nous faire un don mensuel via le lien indiqué en description de cette vidéo. Alors pour commencer, peut-être pourrions-nous décrire très pragmatiquement les problématiques du monde agricole aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui poussent les agriculteurs à manifester, à exprimer leur colère sur les Champs-Élysées, devant l'Assemblée nationale et devant les préfectures? Je pense qu'il faut rappeler l'origine de la colère agricole là, qui s'est exprimée dernièrement. La phase épidermique, j'ai envie de dire, elle vient de la stratégie sanitaire qui a été menée par le gouvernement pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse, à la fois sur le fond, à la fois sur la forme. Sur le fond, parce qu'ils ont choisi de centrer leur stratégie sur l'abattage total, et qui rend tous les éleveurs et les éleveuses complètement...
qui nous met dans le désarroi, parce que ça attaque directement le sens de notre métier, c'est-à-dire la relation à l'animal, mais tout ce qu'on construit depuis de longues dates, la sélection de nos animaux, et ça détruit plus que les animaux, ça détruit des vies de paysans et de paysannes. Ça, c'est sur le fond, et puis sur la forme. Nous, on se rappelle qu'alors qu'on avait fait des propositions très concrètes de sortie de crise pour un abattage total avec une expérimentation, le gouvernement, par l'intermédiaire de la ministre de l'Agriculture, a choisi de déloger les paysans et les paysannes dans une ferme du Doubs, et après dans la ferme de l'Ariège, avec les forces de l'ordre, donc une manière très très violente. Donc elle a rajouté au désarroi, à la souffrance des paysans et des paysannes, de la violence. Donc ces deux facteurs ont créé en fait l'étincelle qui ont mis le feu aux colères agricoles. Mais derrière ça, il y a bien sûr l'anxiété vis-à-vis du libre-échange, on l'a vu avec le Mercosur, et puis derrière ça, il y a une colère qui est latente, qui dure, parce que le gouvernement et les politiques ne répondent pas aux problématiques viscérales du monde agricole, et en particulier aux revenus, la possibilité que nous, paysans et paysannes, on puisse vivre de notre métier, et au devenir de nos fermes. Et c'est de pair. On a du mal à voir comment demain on pourra encore transmettre nos fermes, comment demain on pourra encore avoir des fermes à taille humaine, et ne pas être obligé ou soumis à épouser un modèle hyper financiarisé, hyper dépendant aussi de l'agro-industrie, et qui ne laisse plus de place en fait au travail paysan. Et voilà, on a l'impression qu'on va basculer dans un monde sans agriculteurs, sans paysans et paysannes, dans une espèce d'industrialisation accélérée du monde agricole. Donc je pense que c'est ça qu'il y a derrière les colères agricoles. Encore une fois, la stratégie sanitaire et le Mercosur, c'est un peu la face émergée de l'iceberg, mais ce qui met en colère, c'est qu'on ne répond pas aux problèmes de fond du devenir agricole en France, quoi. Oui, pour continuer ce que tu dis, c'est d'abord le fait que beaucoup de paysans vivent pas en fait dignement de leur travail. C'est quand même la première des choses. C'est-à-dire que vous assurez, d'abord pour beaucoup d'entre vous, vous assurez des semaines de 60-70 heures par semaine sans pouvoir vivre dignement de votre travail. Alors je dis ça attention parce qu'il y a d'énormes inégalités de revenus en fait au sein du monde paysan. C'est-à-dire qu'entre le petit viticulteur des Corbières et l'homme d'affaires qui vend du champagne mais qui est viticulteur aussi, il y a un monde, quoi. Donc attention, parce qu'au sein du monde agricole, il y a des inégalités énormes, mais il se trouve que le taux de pauvreté dans le monde agricole est encore beaucoup plus important que dans d'autres secteurs. Donc c'est des revenus quand même très inégaux, mais pour beaucoup bien trop faibles pour vivre dignement, et c'est des revenus extrêmement instables. Parce qu'il se trouve, on va peut-être y revenir, que en fait le libéralisme a détruit tout ce qui permettait de réguler les marchés, les prix et donc les revenus. Et donc maintenant, les prix suivent le chaos des marchés. Les prix agricoles, ils peuvent doubler ou chuter de moitié d'une année sur l'autre, ce qui fait que vous avez des revenus extrêmement instables. Donc vous êtes vraiment victime du chaos des marchés, sans qu'il n'y ait plus ces protections qu'il y avait avant et qui existaient avant dans le cadre de la politique agricole commune et de l'Union européenne, et puis aussi qui étaient grâce à des protections aux frontières qui n'existent plus aujourd'hui, parce que vous avez une tonne d'accords de libre-échange qui se sont multipliés, ce qui fait qu'en plus, et je finis là-dessus, les paysans souffrent aussi d'un endettement massif. Et donc je disais, vous êtes victime à la fois du libéralisme, mais aussi vous êtes victime du productivisme. Et je sais que la Confédération paysanne le partage. C'est-à-dire que le productivisme, c'est le fait de produire toujours et toujours plus, ce qui fait qu'on se retrouve avec des exploitations agricoles en céréales qui peuvent faire 600-700 hectares qui ne sont même plus transmissibles, parce qu'elles sont tellement énormes qu'elles coûtent bien trop cher. Et puis c'est des sommes d'endettement hallucinantes, ce qui fait que vous avez quasiment 2 agriculteurs qui se suicident chaque jour en moyenne, quoi. Mais aussi parce que la dette... Voilà, vous êtes obligés, pour beaucoup d'entre vous, d'être dans une fuite en avant et des exploitations de plus en plus grosses, donc des dettes de plus en plus grosses, avec des machines de plus en plus grosses, mais finalement, qui ne rendent pas plus heureux, loin de là, quoi. Si je peux juste rebondir un peu là-dessus, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas parler du monde agricole et des agriculteurs au sens large. Et puis, je pense que ça serait important qu'on revienne sur le paysage syndical, qui en ce moment est très important à décrypter. Il n'y a pas une unité paysanne, il n'y a pas une unité syndicale qui serait tous derrière les problématiques des paysans à défendre main dans la main. Au contraire, il y a des conflits d'intérêts très forts
En fait, il y a une lutte des classes très très forte qui s'exprime en ce moment dans le monde agricole. Je pense que c'est important de le dire. Ce qui s'est passé dans la stratégie, au moment de la stratégie sanitaire, enfin de la lutte contre la stratégie sanitaire, est très intéressant politiquement à interpréter. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui illustre un peu tout ça en ce moment, c'est la crise de l'œuf. Moi, je trouve que c'est intéressant, cette crise de l'œuf, parce que là, on a une ministre de l'Agriculture qui appelle à construire des bâtiments. Moi, j'étais encore hier dans une réunion sur les négociations commerciales où il disait qu'il faut qu'on construise 500 bâtiments. Et je leur dis, mais attendez, quel jeune agriculteur sain d'esprit va investir dans un bâtiment de 2 millions d'euros pour gagner 1 000 euros, 1 200 euros au mieux comme salaire, avec une instabilité sur son devenir, parce que là, en ce moment, il y a une demande forte, mais on ne sait pas, avec justement le libre-échange, le commerce international, s'il va pas y avoir une concurrence qui peut se faire via d'autres pays. Et donc, on n'a pas de visibilité déjà sur l'économie. Et puis en plus, particulièrement en volaille, une instabilité aussi sur le sanitaire. On connaît les problématiques de grippe aviaire. Donc, et puis des conditions de travail aussi. Travailler dans des usines à poulet, à volaille, c'est pas non plus quelque chose qu'on a envie de faire quand on a 20, 21 ans. Enfin, en tout cas, tout ça fait une conjoncture d'éléments qui fait que personne, ou très peu de gens se projettent dans ce type d'agriculture-là, qui rend très instable notre devenir, quoi. Et donc, la première des solutions, et je pense que c'est pas celle qu'embraye le gouvernement, c'est assurer déjà un prix, un revenu stable aux paysans et paysannes qui produisent et qui travaillent. C'est la première des choses. Et puis après, un sens au métier. Encore une fois, travailler dans des usines à volailles ou des usines à cochons, moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune, je peux vous dire, c'est hyper glauque. Donc on a aussi, je pense, tous et toutes à cœur à vivre avec ce qui fait l'essence de notre métier. Encore une fois, c'est la relation à l'habitat, la relation aux vivants et la relation aux animaux quand on fait de l'élevage, mais c'est vrai aussi pour les légumes, etc. Alors concernant les solutions, on va y revenir. Mais j'aimerais revenir sur un aspect que vous avez abordé concernant le paysage syndical. Aurélie Trouvé, justement, on a pu vous voir il y a 2 semaines aller au contact sur les Champs-Élysées de membres du syndicat de la coordination rurale, pourtant réputé proche des idées de la droite radicale, mais sans affiliation partisane officiellement déclarée en tout cas. Euh, Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous y êtes allé? Je crois que vous êtes la seule députée de gauche à y être allée. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un petit moment gilet jaune? Est-ce qu'il n'y a pas un, comment dire, une petite coloration lutte des classes en ce moment, lorsque l'on parle des problématiques agricoles, entre finalement des points d'entente entre des syndicalistes plutôt proches de la Confédération rurale et d'autres plutôt proches de la Confédération paysanne, qui par contre se tiennent vraiment à l'écart de la FNSEA, qui là représente plutôt les classes, on va dire, dominantes de l'agriculture. Alors, déjà, premièrement, c'est pas nouveau. Alors certes, j'ai été peut-être toute seule sur les Champs-Élysées, mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de députés insoumis, d'abord, qui sont allés sur les blocages de la Confédération paysanne, mais aussi de la coordination rurale. Je pense à Manon Meunier, Christophe Bex, il y en a beaucoup. Manon Meunier, d'ailleurs, elle mène toute une bataille avec la Confédération paysanne et la coordination rurale contre la gestion sanitaire catastrophique du gouvernement. Donc, je le dis ça parce qu'on a pu dire que c'était par opportunisme. Moi, il faut savoir par ailleurs que ça fait 15 ans que je travaille, alors de manière très étroite avec la Confédération paysanne parce qu'on partage les mêmes idées, mais je veux dire, la coordination rurale, ça fait très longtemps que je discute avec eux, que je travaille, même quand j'étais prof à l'agro, voilà, c'est pas la première fois, évidemment, que je suis amenée à discuter avec eux. Moi, je le dis aussi, c'est faire trop plaisir à l'extrême droite et au RN que de dire la coordination rurale, elle est extrême droite, quoi. D'ailleurs, il y a des noyaux, c'est clair. Il y a certains paysans, y compris des responsables locaux, qui peuvent se revendiquer de l'extrême droite, mais il y en a d'autres qui refusent catégoriquement, d'accord, mais catégoriquement. Donc voilà, c'est en fait un mouvement assez composite. Bon, et ce qui est sûr, c'est que voilà,
pour moi, il y a pas. C'est comme pour les gilets jaunes, quoi. On aurait pu à l'époque, quand on commençait les gilets jaunes, se boucher le nez, se dire ça, c'est l'extrême droite. Voilà. Moi, je sais que quand à l'époque j'étais présidente d'Attac, j'ai fait partie de ceux qui ont dit, bah, en fait, non, on va pas se boucher le nez, on va travailler, discuter, et il n'y a jamais de mouvement pur, quoi. Enfin, en fait, voilà. Et donc, il se trouve que la coordination rurale, dedans, il y a aussi des petits paysans qui galèrent. C'est pas les gros céréaliers, hein. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Par contre, on a aussi des désaccords. Et d'ailleurs, quand je suis allée sur les Champs-Élysées, on a eu des débats assez serrés, hein, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Enfin, je veux dire, moi, je suis co-rapporteur sur la pétition du plomb qui va, voilà, sur la loi du plomb. J'ai combattu la loi du plomb. Voilà. J'ai combattu la réautorisation de l'acétamipride. Et je l'assume parfaitement et j'en discute avec eux. Par contre, là où on a un accord avec la coordination rurale, c'est de dire que la transition agroécologique, elle ne peut se faire que si on en donne les moyens aux paysans. Et ça, ils sont d'accord avec. Dire, ils disent pas non, mais on veut. Enfin bon, à part les plus certains noyaux, mais voilà, si on leur dit oui, mais alors si on vous protège, si vous avez les revenus qui vont avec, on vous en donne les alternatives et tout, êtes-vous prêt à la faire cette transition agroécologique, parce que c'est là qu'on a le désaccord, hein. Ils disent bah oui, à ce moment-là, on va la faire. Donc voilà, il y a un travail de conviction à faire avec eux aussi, de dialogue, voilà. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais... Nous, on a vécu une séquence un peu particulière, hein, que certains de nos partenaires, on va dire les plus proches, voilà, de gauche, les partenaires de lutte, ont interrogé. Une séquence où on s'est retrouvés, je dis, en alliance de circonstances, dans les cours de ferme, à défendre un même point de vue contre la stratégie sanitaire. On s'est retrouvés avec la coordination rurale, alors qu'on sait que la Confédération paysanne est plutôt à tendance humaniste, progressiste et donc de gauche, et que la coordination rurale est plutôt voilà, plus proche de la droite, voire un peu de l'extrême droite. Et du coup, on nous a interrogés sur ce espèce de mariage de la carpe et du lapin, là. Et nous, en fait, on a eu un discours très clair. Il n'y a pas de déni chez nous à la Confédération paysanne sur ce qu'est la coordination rurale. C'est, comme tu l'as dit, très hétérogène, mais quand même, on y retrouve une espèce d'agrarisme, c'est-à-dire de relent de ce qui a existé un peu après-guerre avec le mouvement d'Orgère, là, des chemises vertes. C'est un truc très attaché à la terre au sens patriotique, au sens identitaire. Il y a ça un peu derrière la coordination rurale, et en fait, et aussi, c'est dans les modes d'action, de revendication, de modes d'action très virilistes, très violents aussi un peu. Et, on y retrouve ça, même s'il n'y a pas un lien historique. Donc nous, on est très, très, comment dire, lucide sur ce que peut révéler en fait ce courant-là dans les territoires en termes de repli identitaire corporatiste, quelque chose qui nous fait peur, hein. Nous, on a une ligne très claire de lutte contre la montée des extrêmes droites dans le milieu rural. Pour autant, dans cette séquence-là, on a reconnu, et c'est vraiment quelque chose de sensible en fait, une sincérité de la part de la coordination rurale et même des dirigeants, hein, parce que moi j'étais aux côtés du secrétaire général, par exemple, en Haute-Savoie et dans le Doubs, une sincérité à défendre l'élevage et l'essence de ce qu'est l'élevage, encore une fois. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas, nous, de rapprochement idéologique. Mais on a reconnu ça. Et ce qui révèle aussi, ce dont je vous parlais en aparté, pour nous, une espèce de conscience de classe dans l'esprit marxiste, c'est-à-dire, à un moment donné, on se retrouve confronté à des conditions de vie, des conditions matérielles, et à une attaque sur ce qu'est notre condition de paysan. On se retrouve ensemble à dire on ne veut pas de cette attaque-là frontale par le mouvement productiviste, par le gouvernement, par la coalition FNSEA, la cogestion FNSEA gouvernement. Donc c'est une espèce de... Exactement comme les Gilets jaunes, à un moment où il y a des gens qui se rassemblent pour dire non, stop, ça c'est pas possible, on attaque quelque chose qui fait partie de notre ADN. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant à analyser, et que voilà, nous on l'analyse comme ça. Ce qui n'empêche pas qu'on continuera à lutter contre un projet qui nous paraît délétère par ailleurs par rapport aux idéologies qu'il porte. Ce qui n'empêche pas de condamner quand certains de leurs paysans peuvent avoir des propos racistes absolument insupportables et inacceptables. Même le président de la coordination rurale, hein, qui a sorti les écologistes, il faut leur faire la peau. Bon, bah ça, il faut le condamner le plus fermement possible. Oui, et puis dès qu'on parle... Mais je ne suis pas d'accord pour résumer tous les paysans de la coordination rurale à ça non plus.
Et la plupart aussi sont des victimes d'un système de domination, de cogestion aussi entre la FNSEA et le gouvernement, ce qui explique que la Confédération paysanne comme la coordination rurale, là, ces dernières semaines, vous avez subi la même répression policière, Oui, c'est vrai. alors que la FNSEA a eu le droit de faire circuler, de faire défiler ces 200 tracteurs tranquillement jusque dans la nuit devant l'Assemblée nationale, quoi. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que la particularité de la FNSEA, c'est qu'il y a une dissonance forte entre la tête, les dirigeants, et la base. Alors voilà, Parce que dans l'Ariège, on a co-signé avec tous les syndicats ouais. le protocole d'expérimentation alternatif à la stratégie sanitaire. Donc ça, c'est assez important de dire, c'est que dans les zones intermédiaires, et en particulier du sud-ouest, la base FDSEA, je dis FDSEA, c'est départemental, est très proche en fait de ce qu'on a pu porter, nous, Confédération paysanne et coordination rurale. Mais en tout cas, la façon dont est construite la FNSEA avec un lobbying très très fort, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, des plus puissants, en gros les betteraviers et les céréaliers, et eux, en haut, là, les dirigeants, ils défendent absolument pas les paysans et les paysannes, encore moins les éleveurs et les éleveuses, quoi. Ils défendent les intérêts de l'agro-industrie, point. Et d'ailleurs, c'est ça la fameuse loi du plomb, elle est faite pour ces gros de la FNSEA. Et tu as raison, moi je distingue aussi la base de la FNSEA. Tu as plein de paysans, de petits agriculteurs, mais qui n'ont rien à voir avec ce que défend la FNSEA au niveau national, quoi. Je veux dire, la loi du plomb, elle est faite pour les gros céréaliers, les gros betteraviers, les plus gros éleveurs, mais genre quelques milliers d'élevages sur les centaines de milliers qui sont en train de crever, quoi. Pour quelques centaines même d'élevages, pour qu'ils puissent, qu'on les embête pas quand ils sont vraiment trop gros, quoi. Voilà. Voilà. Et je veux dire, c'est pareil pour l'acétamipride, ce fameux pesticide dangereux, quoi. En fait, ils ont mis en avant les noisetiers. Bon, ils sont quelques centaines, quoi, tu vois. En réalité, c'est les betteraviers qui veulent absolument réintroduire l'acétamipride. Enfin, voilà, il faut dire les choses, quoi. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'au sein du monde agricole, par ailleurs, il n'y a pas un monde agricole homogène, quoi. C'est comme les entreprises. Il n'y a pas un monde des entreprises homogènes de Bernard Arnault au boucher du coin, quoi. Ouais, Bah, c'est exactement exactement pareil pour les ça. C'est agriculteurs. exactement ça. Et il y a vraiment un conflit d'intérêts. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre dans les médias. Donc, c'est pour ça que c'est important dans des médias un peu qui travaillent le fond de l'expliquer. C'est que, en fait, la FNSEA utilise tout le temps le mythe de l'unité paysanne. D'ailleurs, ce qu'ils viennent de faire, là, nous, on s'est indignés de ça, c'est une récupération des colères agricoles qui se sont exprimées dans les zones intermédiaires et d'élevage, Haute-Savoie, Savoie, Sud-Ouest. Et ils ont récupéré ces colères en instrumentalisant aussi leur mobilisation, parce que l'analyse de la mobilisation à Bruxelles, là où ils ont fait un peu semblant d'être en colère et d'aller au contact des policiers, en fait, c'était pour rattraper un peu leur absence de présence dans les colères agricoles qui s'exprimaient en France. Enfin, bon, ils instrumentalisent ça pour arriver derrière à dérouler leur agenda productiviste. Et à chaque fois, là, on se retrouve sur la même séquence que 2024. C'en est un peu désespérant quand même. À chaque fois, on a des reculs environnementaux, sociaux, parce qu'ils arrivent à avancer en sauveurs, voilà, pour calmer les colères, en disant, bah voilà, donnez-nous ça et on va réussir à éteindre le feu. Et ça, c'est désespérant. Il y a des bonnes nouvelles parce que, tu vois, la société a rattrapé, tu vois, sur la pétition du plomb, 2 400 000 signataires. Enfin, il n'y a jamais eu ça. Et ça montre quand même que, enfin voilà, nos combats, en fait, à un moment, quand même, il y a une société qui se réveille et qui se dit, mais attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on réintroduise un pesticide dangereux pour les enfants, pour les fœtus, donc stop, quoi. Par contre, là où on peut quand même aller au bout de l'analyse sur le paysage syndical, enfin nous, c'est notre analyse des confédérations paysannes, c'est que comme la façon dont le gouvernement a éteint le feu, c'est en allant sur le sujet, pour nous, un des sujets qui rassemble, pas que le seul sujet, mais un des sujets qui rassemble la coordination rurale et la FNSEA, c'est le sujet de l'eau, de l'usage de l'eau, de la qualité de l'eau. Et donc, en avançant, en disant, on va lever toutes les contraintes liées aux méga-bassines, toutes les contraintes liées au contrôle de la qualité de l'eau. Nous, on a un gros combat en ce moment sur la Bretagne, où on a le SAGE qui a été attaqué frontalement. Le SAGE est une organisation démocratique d'usage de l'eau et surtout de qualité de l'eau. En fait, ils ont satisfait les deux syndicats
FNSEA, coordination rurale. C'est pour ça que nous, de temps en temps, on dit quand même que la coordination rurale, c'est un peu l'enfant terrible de la FNSEA, au sens, ils défendent quand même un certain libéralisme, c'est-à-dire un laisser-faire dans les fermes, avec une volonté de protectionnisme fort, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut chez nous et on fait le faire France, et puis surtout, pas d'importation, etc. Justement, on va y venir. Aujourd'hui, les agriculteurs expriment leur colère contre les abattages massifs de bétail, vous l'avez abordé, compte tenu de la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. Selon vous, y a-t-il un lien entre les risques épidémiques qui augmentent, qui fragilisent l'équilibre économique global des exploitations sur le temps long, et le libre-échange, l'arrivée massive de flux d'animaux sur le territoire, et aussi la taille des exploitations, le productivisme, l'agro-industrie? Oui, évidemment. C'est-à-dire que le capitalisme mondialisé, l'explosion des échanges, de toute façon, vont faire fortement augmenter les risques de maladies, hein, dans l'élevage et partout d'ailleurs. Bon, mais dans l'élevage particulièrement. Donc, il faut absolument s'adapter à cela, réagir à ça, planifier. Et moi, ce que je veux surtout vous montrer, c'est à quel point la réponse de la ministre de l'Agriculture, du coup, de ce gouvernement, elle a été purement capitaliste et néolibérale. D'abord parce que, en fait, la seule chose qui motivait sa décision, c'est-à-dire le fait de faire des abattages systématiques des troupeaux, enfin tu en reparleras, ce qui est une catastrophe pour les éleveurs, ça a été de pouvoir continuer les exportations à tout prix. Parce qu'il y avait une autre solution, c'était la vaccination généralisée en France et les abattages ciblés, comme c'est fait dans d'autres pays. Pourquoi ce choix n'a pas été fait? Et on a privilégié l'abattage systématique pour exporter. Voilà. Et donc ça, c'est une première réponse vraiment néolibérale, quoi. Deuxièmement, parce que, en réalité, il y a eu une absence totale de planification. C'est-à-dire que c'est vraiment le tout marché. Sur la production de vaccins, en réalité, ils étaient un peu dans la mouise. Nous, ça fait depuis cet été, le groupe de la France Insoumise, on a alerté en disant attention, il faut produire des vaccins en France. Bon, on l'a dit aussi sur d'autres vaccins il y a plusieurs années. On a dit attention, on ne produit plus en France les vaccins. Il faut savoir qu'on est allé qu'on va chercher les vaccins en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, etc. pour la DNC, quoi. D'accord ? On n'a plus les vaccins en France. Pourquoi ? Parce qu'on laisse mourir l'industrie médicale, voilà, comme d'ailleurs toute l'industrie. Et donc, rien n'a été fait pour anticiper, planifier. Et donc ça, c'est pareil, c'est une réponse néolibérale, c'est-à-dire le laisser faire, on laisse faire le marché. Et troisièmement, parce qu'avec le néolibéralisme, il y a toujours la répression qui va avec. Et là, ça a été le cas dans les fermes, quoi. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu l'as dit, c'est que il y a une réponse répressive de cette affaire. Et puis même quatrièmement, je dirais, comme sur du plomb, ils ont en fait nié, ils ont utilisé soi-disant des résultats scientifiques, la science, etc., alors qu'en fait c'est faux. Parce que notamment, c'est le Conseil des vétérinaires européens et d'autres, et ou même l'EFSA, qui ont dit, mais en fait on peut tout à fait faire autrement. Oui, oui, je vais complètement dans ce sens-là. Nous, moi j'étais ce qu'ils appellent le Parlement du sanitaire, qui n'est pas le Parlement du sanitaire, en fait, qui est un comité qui valide les stratégies sanitaires mises en place par le gouvernement. Et en fait, l'objectif numéro 1, ça a été de protéger les exportations. En fait, la stratégie sanitaire, elle découle aussi d'un protocole administratif européen qui a pour volonté de garder le statut indemne des pays par rapport à l'émergence de nouvelles maladies. Donc ça a été la volonté pour des raisons économiques, hein, purement économiques et d'exportation. Et cette maladie, nous on l'a appelée la maladie libre-échange parce que, elle est venue avec le flux d'animaux, et 2, on a mis en place une stratégie sanitaire pour protéger le flux des animaux. Donc c'est l'espèce de double punition, quoi. Et dans le triptyque qui a été mis en place, il y avait donc l'abattage total, la vaccination et l'absence de mouvement des animaux. Il faut savoir que l'absence des mouvements des animaux, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux, parce qu'au tout début du départ de la maladie, parce qu'on sait que c'est par le mouvement des animaux qu'on va faire une espèce de propagation par une espèce de tache d'huile d'épidémie, quoi. Et ce mouvement d'animaux, cette restriction des mouvements d'animaux, il a été empêché par le lobby, je le dis parce que j'y étais, le lobby de la FNSEA, qui voulait absolument pas qu'on aille trop sur cette mesure-là, parce que ça empêchait le commerce.
Nous, on n'est pas contre le commerce, mais on dit que le commerce, il ne peut pas être au-dessus de tout. En tout cas, il ne peut pas être au-dessus non plus de la vie des paysans et des paysannes, et on ne peut pas s'y sacrifier, parce que c'est d'abord ceux-là qui sont sacrifiés, les petites et les moyennes exploitations, ceux aussi qui ont investi dans des races locales, qui ont investi dans du savoir-faire. On ne peut pas tout sacrifier juste pour l'économie et l'exportation, en tout cas. En tout cas, le mouvement des animaux, il a été mis de côté à cause de ça, et la vaccination aussi, parce que la vaccination, elle sort le territoire du statut indemne. Donc on a tout centré sur l'abattage total, ce qui désespère les éleveurs et les éleveuses. L'abattage total, en fait, nous, éleveurs et éleveuses, on a plus peur de la stratégie sanitaire qu'a mis en place par le gouvernement que de la maladie elle-même. On leur a dit. Et donc, une stratégie qui fait peur aux premiers concernés, elle ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas marcher. À chaque fois, on l'a dit, ça ne peut pas fonctionner si nous, paysans et paysannes, on ne s'approprie pas la stratégie. Et en plus de ça, ça a fait une rupture de confiance avec l'État, forcément, puisqu'en plus, ils ont utilisé les forces armées, enfin les répressions policières pour nous déloger des fermes quand on faisait des blocages. Mais en plus, ça a créé un vrai climat de défiance avec les vétérinaires, ce qui est, pour moi, assez catastrophique. Et on leur a dit plein de fois aussi, au gouvernement. C'est que là, on est sur une maladie qui est problématique pour les animaux, mais qui n'est pas non plus dangereuse, puisque ce n'est pas une zoonose, elle ne se propage pas à l'homme, ce n'est pas une catastrophe en soi, quoi. Les maladies, nous, on y fait face. Les animaux, ils subissent des maladies, on arrive à les gérer. Mais là, on a créé un tel climat de défiance avec les services de l'État, avec les vétérinaires, que comment on peut anticiper ce qui peut nous arriver dans les années à venir, c'est-à-dire des vraies zoonoses, des vraies problématiques de crise sanitaire qui vont être difficiles à gérer si nous, les paysans et paysannes, on est toujours dans ce climat de défiance-là. Donc, pour moi, ils ont vraiment eu tout faux sur toute la ligne. Et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une approche hyper néolibérale où rien ne passe au-dessus de l'économie et de l'exportation et du libre-échange. Juste là-dessus, si on n'avait pas un gouvernement qui navigue à vue, complètement néolibéral, mais un gouvernement qui anticipe, qui planifie, qu'est-ce qu'il ferait en fait ? Il planifierait la production de vaccins. Vraiment, urgemment, il relocaliserait la production de vaccins. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il va se reproduire ce genre de crise, quoi. Et deuxièmement, il faut repenser le modèle d'élevage. Enfin, se dire qu'on est aussi dépendant que ça des imports-exports. Enfin, excuse, mais il y a quand même un énorme problème dans l'élevage bovin aujourd'hui. Je veux dire, on est importateur net de viande bovine, mais par ailleurs, on exporte de manière massive des animaux vivants pour qu'ils soient abattus ailleurs, en Turquie, en Italie, en Espagne, et on importe la viande transformée. Ce qui fait qu'en fait, nos animaux vivants, ils ne sont pas abattus, transformés ici en France, donc il n'y a plus d'abattoir, enfin, on perd de la valeur ajoutée, c'est complètement stupide ce truc. Vous voyez ? Et donc on aurait, je sais pas moi, on aurait une force politique qui gouverne et qui penserait demain. On sortirait de ça petit à petit. On dirait, voilà, dans 5, dans 10 ans, on va remettre des abattoirs et de la viande transformée, on va arrêter de l'envoyer ailleurs et d'importer. Voilà, je dis juste que ça, c'est vraiment le libéralisme, quoi. Ce truc du court-termisme total, quoi. D'ailleurs, nous, on a fait des propositions, ça a été un peu repris par le Premier ministre sur les propositions de filière d'engraissement. Parce qu'effectivement, ce qui a été le plus impacté, qui risquait d'être le plus impacté, c'est parce que ça n'a pas été le cas en réalité, mais c'était tout le bassin allaitant, dont le commerce, il est quasiment tourné à 90% vers l'exportation, vers l'Espagne et l'Italie. Donc, ils avaient très, très peur, en fait, que ça fige tout mouvement d'animaux, parce que là, c'est du transport vif, c'est des animaux vivants qu'on exporte. Donc, ça, c'était la grande peur, en fait, de la FNB, la section de la FNSEA. Donc, on a tout focalisé là-dessus. Mais effectivement, il faut voir plus loin. Il faut dire, on fait le bilan de cette crise aussi, et nous, on l'a fait. Qu'est-ce que ça révèle, cette crise ? Et comme tu l'as dit, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut travailler sur ce qu'on appelle, nous, la souveraineté alimentaire. C'est relocaliser la production, permettre aux paysans et paysannes de se réapproprier les outils de production, de transformation, et puis de valorisation, de maintenir la valeur du travail dans les fermes à partir de filières relocalisées. Et on sait faire, en plus, les paysans, ils savent engraisser des animaux à l'herbe. Et en plus, c'est gagnant-gagnant, au point de vue économique, au point de vue de l'installation des paysans, et au point de vue agroécologique. Retravailler sur l'habitat à partir de l'élevage, sur des animaux engraissés à l'herbe, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ça permet aussi de remettre des haies en place. Enfin, il y a tout ça qui pourrait être très intéressant à projeter, sauf que ça nourrit moins forcément l'agro-industrie
et en fait, tous les parasites de l'agriculture, hein, tous ceux qui se nourrissent, qui pompent le sang des paysans et des paysannes. Hein. Alors vous avez abordé certaines de ces mesures qui pourraient être immédiatement mises en œuvre pour faire retomber la pression économique qui pèse aujourd'hui sur les épaules du monde agricole dans le cadre de l'épidémie qui est en cours. Mais au-delà de l'épidémie, quelles seraient les autres mesures qui pourraient être immédiatement adoptées pour là encore faire retomber cette pression qui existe sur les agriculteurs? Bah, nous, il y a déjà la proposition de loi qu'on a portée, que la Confédération paysanne défendait d'ailleurs, hem, de prix plancher. C'est-à-dire, des prix minimums, puisqu'on a dit que le premier problème quand même, c'était que les paysans puissent vivre dignement de leur travail. Bah, des prix planchers, c'est-à-dire des prix minimums, qui couvrent leurs coûts de production, pour tous les produits agricoles. Donc, on revient à ce qu'on faisait en fait avant, 1992 pour être clair. Voilà, et cette proposition de loi, l'article, il est quand même passé à la majorité à l'Assemblée nationale, hein. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, on a une majorité de députés pour faire ça. Bon, la loi en entier, elle a été repoussée, mais voilà. En tout cas, on a réussi, dans la niche parlementaire de la France insoumise, à faire passer cet article. Ça, c'est pour moi une première chose. Assurer ses revenus, mais il faut assurer des débouchés. Donc assurer des débouchés, bah, y a un levier. Aujourd'hui, c'est la restauration collective. La restauration collective, bah, ça demanderait de dire dans 5-10 ans, toute l'alimentation de la resto collective, elle doit être française, locale et en très grande partie bio. Et ben, je vous assure que, comme c'est 15 ou 20% de l'alimentation des Français, hein, la resto collective, notamment la cantine pour nos enfants, notamment pour les malades, où on peut se dire dans les hôpitaux, où on peut se dire quand même qu'ils ont droit à une alimentation bio et de qualité. Bon, et ben, si on assure ça, ça fait un énorme levier de débouchés pour les agriculteurs et qui plus est pour l'agriculture biologique, évidemment, dont on défend fortement le développement. Voilà 2 mesures, juste pour vous dire que si on fait tout ça, notamment les prix planchers, il faudra aussi protéger. Parce que vous pouvez pas... Enfin, moi, je pense qu'un pacte avec les agriculteurs, c'est vous allez être plus ambitieux, on sera plus exigeant avec vous sur le plan environnemental de la santé, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, rien que l'état des nappes phréatiques, elle est insupportable. Il y a des centaines d'aires de captage d'eau potable qui ferment parce que polluées par les nitrates ou par les pesticides. Bref, il y a une situation qui n'est pas acceptable. Donc, on dit aux agriculteurs, vous faites mieux, vous faites la transition agroécologique, mais en échange, on vous assure des prix et un revenu digne, et on vous assure une protection face à la concurrence déloyale. Pour ça, des prix planchers, des débouchés, par la resto collective notamment, mais aussi une protection. Une protection, ça veut dire par exemple qu'on interdit progressivement toutes les importations de produits qui ne respectent pas les normes qu'on a mises chez nous. Donc ce que je veux dire, c'est, je finis là-dessus, ça va demander aussi un sacré rapport de force avec l'Union européenne et clairement de désobéir à certaines règles. Ouais, mais moi je suis assez d'accord, hein, sur l'ensemble, hein, parce que évidemment nous on porte les prix planchers depuis longtemps, on est assez raccord, hein, et puis on se souvient des déclarations de Macron au salon de l'agriculture qui, la main sur le cœur, disait on va assurer des prix planchers aux paysans, aux paysannes et un revenu. Et du coup derrière il n'y a rien eu. Je pense que la colère elle s'exprime sur des attentes profondes et jamais de réponse. Donc la première des réponses c'est de dire bah oui on va vous assurer un revenu. Il y a une hétérogénéité de revenus, mais c'est du coup de dire à tous les paysans et les paysannes, parce qu'il y a un agriculteur sur 6 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est pas acceptable. Leur dire, on va vous assurer la possibilité de vivre de votre métier. C'est la première des choses, en fait, et c'est normal. Donc nous, on parle de prix plancher, de tunnel de prix. En plus, en ce moment, on a une actualité qui va arriver là sur le lait, où on a des baisses de prix du lait qui nous annoncent une crise. Donc il y a aussi des moments où conjoncturels qui sont assez forts pour dire on va retravailler sur la régulation du prix. Nous, on est assez attachés aussi à la régulation des volumes, hein, parce que derrière ça veut dire aussi l'installation des paysans, des paysannes. Mais en tout cas, déjà, des prix et la répartition de la valeur entre l'amont et l'aval. En ce moment, il y a les négociations commerciales. En fait, on a eu une loi Egalim qui avait une bonne intention et qui couvrait aussi toute la restauration collective. Hein, je te rejoins là-dessus.
On est en deçà de ce qu'on peut faire sur la restauration collective. Mais en tout cas, on avait une loi Egalim qui était là pour dire on va faire un arbitrage et une répartition de la valeur entre l'amont et l'aval. Ça n'a jamais marché, tout simplement parce que l'État ne fait pas son rôle d'arbitre et laisse faire l'agro-industrie et les distributeurs, laisse les paysans face à eux, alors qu'on ne peut pas signer un contrat en ayant le bras tordu dans le dos, quoi. Quand il y a des rapports de force aussi déséquilibrés, ça ne fonctionne pas. Donc il faut du courage politique, il faut un gouvernement qui ose siffler à la fin de la récré là, et puis te dire c'est comme ça que ça doit fonctionner dans les relations commerciales. La première des choses, c'est que les paysans ils soient payés au juste prix, qui couvre notre coût de production, mais aussi notre salaire et notre protection sociale. Après, il faut aussi répondre à des choses très, très viscérales aussi, parce que nous, on ne peut pas rejeter tout ce qui traverse le monde agricole. Je pense aussi à la surcharge administrative, enfin, le travail dans les fermes. La difficulté qu'on a à supporter le travail dans les fermes, parce qu'on a concentré les fermes, et du coup, on se retrouve souvent seul dans les fermes avec une surcharge de travail, avec la surcharge administrative, mais pas que. Donc il faut travailler sur le remplacement, la facilité de remplacer les paysans et les paysannes, et puis la simplification, mais la simplification, ce n'est pas forcément l'abaissement des normes environnementales et sociales. C'est qu'une loi, quand elle est bonne, voilà, qu'elle a une visée et qu'elle est bonne, il ne peut pas y avoir 15 000 dérogations. Nous, j'ai discuté hier avec Laurent Duplon, parce qu'il m'a interrogé sur les ICPE, sur l'article. Et je lui disais, mais vous parlez tout le temps de simplification, mais en fait, la complexité administrative vient souvent du fait qu'il y a eu un lobbying de la FNSEA pour déroger à des lois hyper simples. On fait une loi, par exemple, sur l'interdiction des phytos sur les zones de captage, c'est hyper simple comme loi. Mais si tu commences à dire, oui, mais tel pesticide, telle pente, tel machin, pour se sortir, en fait, de la loi, bah forcément, ça devient complexe. Donc la simplification, nous, on est pour, mais à condition qu'on respecte des lois qui soient bonnes. Puis ce qui est le plus lourd pour les paysans, franchement, c'est de remplir vos fiches PAC, quoi, de Oui, politique agricole commune, pour les aides, pour avoir les aides. Et je veux dire, qui a créé ça? Je veux dire, quand il y avait des prix garantis avant 92 et qu'il y avait des régulations de marché avec des prix corrects et qu'on n'avait pas besoin de faire des dossiers énormes pour calculer au mètre près ce qu'on a comme haies ou etc. pour toucher les aides qui vont avec. Je veux dire, avant, c'était pas compliqué comme ça. Et c'est le libéralisme qui a en fait produit, cette espèce de technocratie bruxelloise hallucinante autour des aides de la PAC. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais en réalité, aujourd'hui, la plupart des agriculteurs, ils ne vivent correctement que parce qu'il y a les aides de la PAC. Juste aussi, vite, très rapidement, il faut aussi asseoir le devenir de nos fermes, quoi. Donc installation, transmission des fermes, ça je pense que c'est des nœuds. On a toujours à cœur de transmettre notre outil de travail. Et je pense que ça, c'est vraiment répondre aux paysans et paysannes que leur dire on va assurer aussi le devenir de leur ferme, quoi. Alors pour revenir sur donc le thème de l'Union européenne, on sait aujourd'hui que elle structure son soutien au secteur agricole principalement par l'intermédiaire de la PAC, comme vous l'avez dit, la politique agricole commune. On a pu voir que cet outil de politique publique fonctionne donc comme une allocation versée en fonction de la taille des exploitations, ce qui donne lieu à de nombreuses critiques, puisqu'elle incite à augmenter la taille des exploitations et donc à rapprocher les paysans de l'industrie intensive. On a aussi pu voir que cela a donné lieu à des quantités astronomiques d'argent détourné par des propriétaires terriens qui ne sont même pas vraiment des exploitants agricoles. Le rôle de l'Union européenne aujourd'hui, au-delà de l'adoption des traités de libre-échange, comme donc on peut le voir en ce moment avec le Mercosur, ce rôle est-il tabou, notamment du point de vue du marché unique? On sait que la France insoumise est plutôt critique du cadre européen, un cadre responsable du moins-disant social dans l'agriculture et ailleurs. Pourtant, on a peut-être un peu de mal à voir la véritable issue proposée, la proposition en matière européenne. En cas d'échec des réformes, y a-t-il aujourd'hui une réflexion sur l'avenir de l'Union? Est-ce que ce sont des sujets qui sont toujours sur la table, comme on a pu le voir lors de la campagne présidentielle de 2017 avec, souvenez-vous, le plan A, puis le plan B, ce genre de choses?
Ben, à mon avis, c'est assez simple, c'est-à-dire que nous assumons de désobéir, nous assumerons de désobéir aux règles européennes quand l'intérêt général du pays, il est en jeu. Donc, par exemple, s'il faut progressivement interdire l'importation de produits que nous jugeons dangereux pour la santé aux frontières françaises, nous le ferons. Voilà. Et, ben et par ailleurs, ça protégera ceux qui produisent en France et qui ont un certain nombre de règles. D'accord ? Par exemple, l'acétamipride. Aujourd'hui, on sait que c'est un pesticide dangereux. Je veux dire, il a été interdit depuis 2016, c'est pas pour rien. D'accord ? Mais il se trouve qu'on importe massivement, par exemple, des noisettes. 90% de nos noisettes, elles sont importées. Et elles comportent de l'acétamipride. Bon, il y a un problème quand même, non ? Donc là, il faut assumer de dire, voilà, alors évidemment pas du jour au lendemain, parce qu'il faut aussi qu'on puisse produire les fameuses noisettes en France, mais voilà, on assumera progressivement d'interdire les importations de noisettes traitées avec de l'acétamipride, et dans le même temps, on soutiendra le développement d'une filière noisette en France qui nous permette l'autonomie. Enfin, voilà, je donne un exemple. De la même façon, quand je dis préférence, on priorisera les produits locaux et français et bio dans la restauration collective. On est à la limite, voire en désobéissance des règles européennes, du droit de la concurrence européen. Bon, faudra l'assumer. Voilà. Mais ça a déjà été fait. Je vous rappelle quand même qu'après la crise du Covid ou la crise des subprimes, je veux dire, la France, comme beaucoup de pays européens, ont désobéi aux règles européennes. Je veux dire, pourquoi on ne pourrait pas désobéir quand c'est l'intérêt général du pays et qu'il y a la santé qui est en jeu quand même? Nous, à la Confédération paysanne, c'est une question, l'Europe, là, qui nous alimente beaucoup là, en ce moment. Parce que le constat qu'on fait, c'est que c'est une Europe qui ne fonctionne pas, qui fragilise les paysans, les citoyens et les citoyennes. D'abord, parce qu'on nous met en compétition les uns avec les autres entre États. Enfin, déjà, on est en compétition au niveau de la France, mais entre États, on nous met en compétition les uns avec les autres. Et en plus, l'Europe nous met aussi en compétition, quelque part, avec les pays, là, en l'occurrence, du Mercosur. Mais on a beaucoup d'accords de libre-échange qui nous mettent en compétition avec les paysans partout dans le monde. Pour nous, l'agriculture, ce n'est pas une compétition. Hein. La compétition est satisfaite, encore une fois, que les financiers et l'agro-industrie. Donc, l'Europe devrait être protectrice des citoyens et des citoyennes et des paysans et des paysannes en particulier, quoi. Et au-delà de la réciprocité des normes, nous, on porte quelque chose qui est, pour le coup, je pense, un peu anticonstitutionnel européen, c'est-à-dire les prix minimum d'entrée. C'est-à-dire qu'on dit qu'il ne peut pas y avoir un produit qui rentre en France en dessous de son prix de vente par le même produit fabriqué en France. Vous êtes encore plus radicaux que nous. En fait. Ça a comme intérêt, de protéger les producteurs français, c'est-à-dire que du coup, pour le même produit, il va arriver au même prix, et en même temps, de donner la possibilité aux pays exportateurs de faire monter ces droits sociaux, de monter en gamme en fait. Parce que du coup, ils ont toute la latitude, au moins pour les paysans et les paysannes, de revendiquer la valeur qui est la valeur ajoutée qui est vendue sur le produit exporté. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, difficile à porter. Nous, on a essayé de le porter un peu quand on est allé à la Commission européenne, donc ils ont du mal à l'entendre, parce qu'effectivement, ils sont toujours sur le libre-échange. Donc ça pose question sur quelle Constitution européenne on souhaite, en fait, quelle Europe on souhaite. Mais en tout cas, ça, nous, c'est vraiment des mesures qui ne nous semblent pas être des mesures de protection identitaire ou nationaliste. C'est des mesures de protection des citoyens et des citoyennes et des paysans et des paysannes. Et quand je parle des citoyens et des citoyennes, parce que c'est des mesures de protection de notre souveraineté alimentaire et donc de la qualité de notre alimentation, quoi. Donc voilà, nous, on en est dans nos réflexions. En tout cas, on ne se satisfait pas de cette Europe-là qui nous fragilise les uns les autres, quoi. Et à mon avis, le bouleversement mondial lié, je veux dire, notamment à Trump et à son impérialisme, au fait qu'il viole totalement le droit international et que, voilà, ça ne va pas nous laisser d'autre choix que d'en finir avec cette Europe néolibérale-là, quoi. Enfin, je donne un exemple qui concerne l'agriculture. On importe massivement, quasiment toute l'alimentation animale dépend du soja américain OGM. Alors, des États-Unis, du Brésil et voilà, de quelques pays américains. Mais on est complètement dépendant. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans les années 70, les États-Unis avaient décidé d'un embargo sur les exportations de soja parce qu'ils en manquaient chez eux. Et on a été vraiment dans la mouise, quoi.
Et donc, on va continuer combien de temps comme ça à être à ce point dépendant des importations de soja OGM américain? Qu'est-ce qu'on attend pour lancer un grand plan de restauration de l'autonomie protéique, c'est-à-dire de la protéine pour l'alimentation animale? Plus, ça nous permet de planter des légumineuses chez nous qui sont bonnes pour l'azote organique des sols et ce qui nous permet, en plus, d'acheter moins d'azote chimique dont on dépend aussi de l'extérieur. Vous voyez? Je veux dire, tout ça est un cercle vertueux qu'on pourrait mettre en place de souveraineté économique et en l'occurrence de souveraineté alimentaire et agricole. Donc, ce que je dis, c'est qu'avec le bouleversement géopolitique qu'on est en train de connaître, vraiment, il est urgent de restaurer de la souveraineté et pour ça, nous n'avons pas d'autre choix que de désobéir à l'Europe libérale. Et sur les accords de Mercosur, là, on a beaucoup entendu clause de sauvegarde, clause miroir. Je reviens là-dessus parce que on pense que si... Alors, vous pourriez définir ces notions, clause de sauvegarde, clause miroir, c'est faire qu'il y a une réciprocité dans les normes liées à l'usage des pesticides, des hormones, etc. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit d'utiliser des hormones de croissance. Donc, on demande à ce que les produits qui sont importés via un accord de libre-échange ne les utilisent pas non plus. La même chose sur les pesticides, etc. Et les clauses de sauvegarde, c'est quand il y a un déséquilibre constaté sur une filière liée à l'accord de libre-échange, on met en pause, en fait, l'accord de libre-échange, le temps de voir d'où vient le problème et de régler la problématique, quoi. Ça marche jamais, en fait, parce que ça vient toujours à contre-coup, ça a très peu été utilisé. Et en fait, une fois qu'on a détruit la filière... c'est ça, c'est hyper conjoncturel. Et une fois que la filière est détruite, les deux ne fonctionnent pas. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'un accord de libre-échange, il met en compétition des paysans et des paysannes les uns avec les autres sur des vecteurs qui sont autres, quoi. Sur les bovins, l'accord du Mercosur favorise l'importation de viande bovine. Le hiatus de compétitivité, il est de 60% sur les salaires, sur les infrastructures, sur le pouvoir agronomique. On n'aura jamais, nous, paysans, paysannes français, la possibilité d'avoir des fermes de la taille d'un département, ce qui est possible dans les pays du Mercosur. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Donc voilà, nous, ce qu'on dit, c'est zéro accord de libre-échange, zéro commerce dérégulé, en fait. On n'est pas contre le commerce international, mais il faut qu'il soit équitable et qu'il soit utile. Évidemment, importer du café ou du chocolat, ça ne nous paraît pas complètement absurde, puisqu'on n'est pas producteur de café et de chocolat, mais c'est utile aussi parce que ça peut être dans un rapport réciproque d'échange international avec des pays. On peut imaginer ça, en fait. On peut imaginer un commerce, encore une fois, équitable et réciproque. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec les accords de libre-échange, c'est tout l'inverse, en fait. On dérégule et on fragilise à la fois les paysans et les paysannes ici, mais aussi ceux là-bas, hein. Nous, on a des contacts via la Via Campesina, qui est le réseau international, qui est la déclinaison internationale de la Confédération paysanne, si on veut aller par là. Les paysans des pays du Mercosur, ils sont très inquiets aussi, parce que à travers cet accord de libre-échange, ils vont se retrouver prédatés par une agriculture industrielle qui va exploser, et avec toutes les problématiques que ça cause, de déforestation, de pollution, etc. Les seuls qui profitent de cet accord avec le Mercosur, au Brésil par exemple, c'est l'agro-business. Il faut comprendre qu'au Brésil, par exemple, en fait, il y avait même deux ministères. Il y avait même deux ministères, un ministère de l'agriculture familiale et un ministère de l'agro-business. Pour vous dire que c'est deux mondes différents. Mais en réalité, la moitié des terres, elle est possédée aujourd'hui par d'énormes fermes-usines. Et tous les petits paysans, les millions de petits paysans, ils se partagent le reste. Mais en fait, les seuls qui vont bénéficier de l'accord avec le Mercosur, c'est l'agro-business, quoi. Voilà. Et donc, les millions de petits paysans d'Amérique du Sud, ils n'y ont pas intérêt à cet accord-là. Et pour finaliser là-dessus, pour faire l'écho aussi avec le paysage syndical français, hein, et les conflits d'intérêts qui nous traversent, il faut savoir que le président Arnaud Rousseau, hein, il est président du groupe Avril, qui est un groupe industriel qui fait de l'huile, qui est aussi de l'agrocarburant, etc. Et ils ont une filiale au Brésil qui fait aussi de l'alimentation bovine. En fait, il a des intérêts indirects à avoir naître cet accord du Mercosur. Donc, dans le front commun syndical qui fait face à cet accord EU-Mercosur, il y a quand même une sincérité à géométrie variable. Je dis ça voilà, en passant. Alors pour poursuivre et puis peut-être conclure sur le libre-échange et le Mercosur, il y a un aspect intéressant qui est très peu abordé. Alors on sait que le libre-échange tel qu'il est théorisé économiquement, depuis la théorie des avantages comparatifs de Ricardo,
crée une incitation à la spécialisation par pays dans le secteur pour lequel il est le plus productif. Ne va-t-on pas voir avec des accords de libre-échange successifs, comme le Mercosur, un affaiblissement pas seulement économique, mais aussi une réduction, un affaiblissement qui vient de la réduction de la diversité de nos productions alimentaires, donc la diversité de nos productions céréalières, de nos productions animales. Vous avez cité tout à l'heure le cas des races locales, et puis aussi de nos fromages, hein, puisqu'il s'agit d'un de nos trésors nationaux. Est-ce que le débat peut aussi se placer dans le champ culturel? Est-ce qu'on ne va pas aussi perdre un petit peu de notre âme dans toute cette histoire? Ouais, ouais. Ouais, je veux bien répondre là-dessus. Moi, je pense que ça, c'est une vraie problématique, en fait, parce qu'on assoit la compétitivité toujours sur des productions du moins-disant. C'est-à-dire, on va se mettre en compétition sur des productions, oui, que ce soit le blé, la viande, etc., des productions moins-disantes, alors que nous, on a un savoir-faire français qui peut être aussi très intéressant à exporter, qui existe déjà hein, sur les vins, mais sur le fromage. Et donc ça, c'est ça aussi qu'il faudrait protéger. Et le libre-échange qui tire les prix vers le bas détruit aussi tout ce savoir agricole et culturel. Et c'est plus qu'inquiétant. Nous, on pense qu'en fait, on pourrait avoir une balance commerciale qui soit quasiment aussi équivalente. D'ailleurs, en ce moment, elle est plutôt négative. C'est la première année qu'elle est négative, la balance commerciale agroalimentaire. Mais on peut avoir une balance commerciale d'exportation de produits issus, encore une fois, de nos savoir-faire. C'est très spécifique en France, j'aime pas trop ce mot-là, mais agricole et culturel, voilà, qui nous permettent de faire, de participer à un échange international équitable, etc. Donc ça, je pense que ça, c'est important à voir, qu'on est en train de fragiliser complètement ça, quoi. Et comme tu l'as très bien dit, alors le problème, il n'est pas que la spécialisation, il est aussi, de toute façon, la chute de la production, hein, enfin, du fait de la concurrence déloyale. Parce que, je ne sais pas combien elle fait ta ferme de vaches. Moi, ma ferme, elle fait 25 vaches. 25 vaches, mais tu vois, la moyenne, c'est quoi? 60 vaches, Ouais, quoi. c'est 70. Voilà. Ouais. 60-70 vaches en France. Bon. Il faut quand même se représenter que ceux avec qui vous allez être en concurrence, féroce et directe, c'est des fermes-usines, ce qu'on appelle des feedlots, d'engraissement de plusieurs dizaines de milliers de bêtes qui mangent du soja OGM, cultivé sur des surfaces hallucinantes, mais que vous ne pouvez même pas vous imaginer, qui sont traités avec des hormones de croissance, soit dit en passant, on ne peut pas le vérifier, hein, parce qu'en fait, ça, ils traitent aux hormones de croissance à un stade assez précoce, qui fait que c'est invérifiable, d'accord ? Ils ont le droit aux antibiotiques de manière préventive. Enfin, voilà, c'est des conditions de production avec lesquelles vous ne pouvez absolument pas que vous jouer, quoi. Enfin, voilà. Donc, déficit global, tu l'as dit, c'est la première année depuis, je sais pas, 50, 60 ans que la France est importatrice nette de produits agricoles. Et encore, dedans, je mets le vin. Si vous enlevez le vin, c'est encore bien plus catastrophique. Donc, il y a un problème déjà de ce point de vue. Et en fait, là, vous l'avez dit en plus, c'est qu'on se spécialise dans le sens où là où on est importateur net, où on est obligé d'importer beaucoup plus que d'exporter, et ben en plus, c'est de pire en pire. Par exemple, les fruits et légumes et la viande et les protéines animales, les oléagineux, légumineuses. D'accord ? Et ben ça, c'est de pire en pire. On importe et on importe de plus en plus. Et ça a deux problèmes. Enfin, 3, la souveraineté alimentaire, puisqu'on a des énormes dépendances internationales dans, je vous l'ai dit, un contexte international qui est quand même de plus en plus chaud. Deuxièmement, c'est un problème économique pour les producteurs, parce que mettez, par exemple, une chute des produits, des prix des céréales. Si tout le monde fait du céréal dans la région, bah, tout le monde est dans la mouise. Alors que si vous faites un peu de céréales, un peu d'élevage, etc., bah, vous diversifiez les risques, je ne sais pas si c'est clair. Puis surtout, il y a un troisième problème de la spécialisation. Parce que là, je vais parler aussi de la spécialisation par région, c'est-à-dire que le libéralisme, il fait que vous spécialisez de manière, par des avantages comparatifs, entre guillemets, les régions. Ce qui fait que, par exemple, dans le bassin parisien, on fait de plus en plus de grandes cultures, mais donc vous n'avez plus d'élevage qui amène du fumier, du lisier, pour de l'azote organique
Donc vous faites venir de l'azote chimique qui coûte cher, qui pollue, voilà, et donc on est dépendant des pays tiers. Et puis à côté de ça, en Bretagne et en Normandie, vous faites à mort de l'élevage, donc algues vertes, pollution par les nitrates et compagnie. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a à la fois un problème économique et environnemental à cette affaire. Et tout ça est le produit du libéralisme économique. Et puis il y a un schéma capitaliste quand même, c'est-à-dire qu'on a appuyé la captation de la valeur sur la valorisation du capital et pas sur la valorisation du travail. C'est quand même la productivité XXL des fermes aujourd'hui, elle est liée à la mécanisation, elle est liée à la chimie, elle est liée à la zootechnie. En fait, on valorise tout ça et on a sous-valorisé en fait la rémunération du travail. Donc, ce qui fait que les filières qui sont le plus dépendantes du travail, eh ben, elles sont abandonnées. Les fruits et légumes, c'est le cas. Sauf quand c'est ultra mécanisé, mais c'est très compliqué en fait. Et on voit bien qu'en fait, on abandonne toutes les filières qui sont très très liées à la main-d'œuvre. Et en fait, on est en train de délocaliser, comme on a fait pour l'industrie. On délocalise notre agriculture. Toutes les filières qui sont très liées à la main-d'œuvre, elles sont délocalisées ailleurs. Moi, je faisais quelque chose qui est assez particulier, qui n'existe plus en France, c'est les cornichons. Ah oui. Il n'y a plus de cornichons en Tu France. sais des cornichons? Oui, Mais il n'y en a plus aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a 95% des cornichons qui sont faits en Inde, qui sont faits ailleurs, C'est clair. parce que c'est non mécanisable. Donc c'est que de la main-d'œuvre. Donc ça, on l'a complètement abandonné. T'imagines En fait. tout l'emploi qu'on pourrait créer Mais, alors qu'on a un chômage de masse à 8%. Enfin, oui, à condition, encore une fois, de ne pas faire, parce que c'est aussi le cas, hein, le problématique de la main-d'œuvre en fruits et légumes, c'est qu'on spécialise les légumes et du coup, on se retrouve à faire toujours la même chose et là, c'est pas l'objet. Mais sur des fermes en polyculture élevage, polyculture maraîchage, où tu as un emploi qui a du sens, où tu passes d'une production à l'autre et enfin, tu peux t'épanouir dans ton métier, ça a du sens de valoriser le travail. Mais ça, c'est vraiment le schéma capitaliste, hein, où on a pressé le travail dans les fermes, augmenté la production et appuyé la valorisation du capital. Moi, je pense que c'est ça aussi qu'il faut critiquer. Hein. Voilà, nous, on le dit, hein, on est anticapitaliste pour ça. C'est parce que c'est nous, pour les paysans et les paysannes, les premiers impactés, les citoyens et citoyennes aussi, mais on a été très impactés par ce schéma capitaliste et libéral. Alors, il y a une notion qui n'est pas énormément évoquée en ce moment concernant le monde agricole, c'est la notion d'agroécologie. Alors, comment on fait concrètement pour remettre sur la table cette notion d'agroécologie et donc le besoin de préserver le monde agricole de la pollution massive qui existe dans les campagnes et qu'on ne voit pas. On a tendance à imaginer les campagnes comme un monde préservé de la pollution urbaine, alors que finalement c'est plutôt une image biaisée, sachant que cette pollution massive est provoquée justement par, disons, l'agrobusiness et l'industrie agricole intensive. D'abord, je voudrais quand même dire un mot là-dessus. Je trouve que nous sommes, je suis désolée, je suis quand même encore un peu négative, mais dans une période de régression terrible du point de vue des lois en matière d'écologie, mais terrible. Enfin, moi qui suis à l'Assemblée nationale, mais tu le vois aussi comme responsable d'un syndicat agricole, c'est terrible le rythme auquel on est en train de remettre en cause les protections que nous avions pour le vivant et la santé. Et ce que je veux dire, c'est que en plus, on a une dégradation de l'environnement vitesse grand V, quoi. Et on a une pollution massive des eaux. Je le disais, il y a des centaines de captages d'eau qui sont fermés du fait de la pollution agricole. La biodiversité, elle est en chute libre. Je veux dire, même les kilomètres de haies, tu vois. Alors, c'est Duplomb qui disait on n'a pas diminué. Il a quand même osé sortir à un débat. À cause des chèvres, ouais. Il a quand même osé sortir, pour vous dire à quel point on est vraiment dans la négation totale des faits, quoi. On n'a pas diminué le nombre de haies, de kilomètres de haies. Non, mais c'est complètement dingue, quoi. Enfin, n'importe qui a vécu depuis 50 ans, c'est que en fait, les haies, elles ont complètement disparu des campagnes. J'habite en Bretagne, quoi. je peux te le dire que oui, ça a bien disparu. Et par exemple, les haies et les zones humides, c'est des réservoirs incroyables de biodiversité dont nous avons besoin. Et même dont les agriculteurs ont besoin. Je veux dire, les zones humides et les haies, ça permet d'avoir plus d'humidité, donc de lutter contre le réchauffement climatique. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est dans une situation d'urgence environnementale et qu'au contraire, en fait, on a des lois qui sont détricotées par une alliance qui va de la Macronie
à l'extrême droite, avec l'extrême droite qui tire, quoi. Sauf, je dois le dire, quelques courageux. Il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques députés très courageux dans le bloc macroniste. Je dis ça parce que j'ai quelques collègues comme Ramos, tout ça, qui, quand même, heureusement, ont le courage de combattre. Mais sinon, voilà, l'essentiel d'un macroniste à l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui tire vers la destruction de toutes les règles environnementales et de santé. Enfin, moi, ça me crève le cœur, quoi. On va avoir le débat sur... moi, j'ai peur, par exemple, sur voilà, que Duplon et consorts, là, tous ces négationnistes de la science, ils reviennent au galop. Et je dis ça, c'est contre la science. Par exemple, sur l'acétamipride et la loi Duplon, il faut quand même savoir que la Ligue nationale contre le cancer, toutes les grandes sociétés, il y a eu je ne sais plus combien, des dizaines de sociétés savantes, médicales, scientifiques, le conseil scientifique du CNRS, on dit cette loi elle est mauvaise pour la santé, pour les êtres humains, pour le vivant. Eh ben non, ils avancent, quoi. Y compris des macronistes qui osent se revendiquer de la science contre tous les plus grands les plus grandes sociétés scientifiques de ce pays. Vous voyez, c'est du Trumpisme, en fait. Je dis ça parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie, quoi. Voilà. Donc, heureusement, il y a eu ce sursaut citoyen avec la pétition Duplon qui montre que, quand même, dans la société, voilà, les gens réagissent, quoi. Mais voilà. Et donc, je finis sur l'agroécologie. L'agroécologie, pour moi, c'est la seule alternative que nous ayons pour vivre en harmonie avec le vivant et pour qu'on ait un pacte de confiance entre les agriculteurs et la société. Sinon, il n'y en aura pas. Sinon, petit à petit, ça sera de plus en plus difficile. Sinon, les gros agriculteurs, ils vont vouloir pomper de plus en plus d'eau. Et ben, qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? Arrêtez d'utiliser de l'eau l'été parce qu'il y a les agriculteurs qui en ont besoin pour leur maïs ou leur... Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc, on va créer en plus des tensions de pire en pire entre les agriculteurs et la société. Donc, la seule solution, c'est l'agroécologie. Et je finis là-dessus, mais je pense que tu le montreras, c'est l'agroécologie, ça n'est pas de changer un petit bout de l'exploitation agricole. C'est de changer l'entièreté du système de production. Par exemple, en céréales, ça veut dire passer à des rotations de cultures, c'est-à-dire des cultures différentes chaque année, sur 5-10 ans, pas le blé colza orge comme on fait classiquement, penser sur 5-10 ans pour que, par exemple, il y ait moins de résistance il y ait moins de mauvaises herbes, donc moins besoin d'herbicides, voilà, qu'on soit plus résilient vis-à-vis des maladies, des insectes, etc. Tout ça, ça demande des grandes rotations de culture. Mais il y a plein d'agriculteurs qui le font aujourd'hui, ça marche. Et du coup, ils mettent moins d'engrais, moins de pesticides et tout ça. Et il y a un deuxième pilier, c'est toutes les infrastructures qu'on appelle infrastructures agroécologiques, les zones humides et tout ça. On en a besoin, ne serait-ce que pour héberger des insectes, des ravageurs, des insectes qui vont permettre de s'attaquer aux ravageurs. Et troisièmement, qui est un pilier, c'est la complémentarité culture-élevage. Il faut qu'il y ait un peu d'élevage et un peu de culture pour ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y ait ce qu'on appelle des interactions entre les deux, quoi. Voilà, je m'arrête là, mais... Non, mais on pourrait en parler très longtemps. Moi, la première chose que je voulais dire déjà, c'est que les paysans, les paysannes, les agriculteurs, ils sont prêts à le faire, cette transition. Il y a une enquête qui a été faite, c'est 80% des agriculteurs enquêtés disent, nous, on est OK, en fait, pour la transition agroécologique. Il faut qu'on soit accompagné et que ça participe au fait qu'on vive de notre métier. Moi, j'habite en Bretagne et on a une mesure qui s'appelle les mesures agro-environnementales et climatiques. Ils ont été victimes de leur succès presque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État n'était pas au rendez-vous de des enveloppes nécessaires à accompagner les agriculteurs qui contractualisaient avec l'État ces mesures agro-environnementales, écologiques et climatiques. Donc en fait, là, c'est du rôle de l'État, aussi dans la ventilation du budget de la PAC, que d'accompagner les paysans et paysannes à faire cette transition agroécologique. On ne peut pas le supporter tout seul, c'est aussi un projet de société. Donc moi, je suis assez confiant en fait dans cette volonté-là. Il se trouve aussi qu'en face de ça, la problématique, c'est que le projet productiviste, capitaliste, extractiviste, porté par une minorité des paysans et des paysannes, comme il est bousculé par les difficultés climatiques, environnementales, il s'enfonce de plus en plus dans son schéma.
et il se défend, il est acculé, il se défend, et c'est pour ça qu'il y a des réactions avec la loi du plomb, avec ce qu'on va avoir là, la loi spéciale, hein, qui me fait très très peur aussi, en particulier sur l'eau. Hein. Sur l'eau, c'est une catastrophe, on a une régression terrible, alors qu'il y a des concertations citoyennes, paysannes qui disent « nous, on veut préserver la qualité de l'eau ». La première chose qu'ils proposent, c'est de déstructurer en fait tous ces lieux de concertation, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus les citoyens, les citoyennes qui discutent avec les professionnels agricoles de comment on fait pour protéger l'eau, comment on fait pour la répartir. C'est une catastrophe démocratique, c'est une catastrophe écologique. Mais en tout cas, là, il travaille sur l'enfoncement dans ce modèle-là, aussi en s'alimentant sur le match écolo VS agricole, quoi. Et donc, encore une fois, en utilisant l'unité paysanne comme levier pour s'opposer aux citoyens et citoyennes qui vivent dans les campagnes, pour s'opposer à ceux et celles qui portent un projet écologique. En fait, c'est vraiment une stratégie mortifère. On a besoin de vivre avec les citoyens et citoyennes dans les campagnes. On n'a pas besoin d'être en confrontation. Mais c'est ça aussi qu'ils préparent. Quand ils sont en train de préparer une loi qui déstructure tous les cadres administratifs de protection, en fait, d'extension des bâtiments, la loi ICPE, là, en fait, ils préparent aussi des conflits d'usage, en fait, qu'on vit dans les territoires. D'usage des terres, d'usage... Oui, et d'usage du vivant, de l'habitat. Donc ça, c'est aussi très, très grave. Ils jouent avec le feu, hein, sur l'eau. Enfin, je veux dire, il y aura de moins en moins d'eau, quoi. Donc, je veux dire, les méga-bassines et de pomper dans les nappes phréatiques l'eau, c'est une catastrophe. Et tout ça pour, vous le dites vous-même, une toute petite minorité d'agriculteurs. Enfin, je prends un exemple, le maïs. Enfin, je veux dire, il y en a un problème avec le maïs. Enfin, il faut se le dire quand même. La moitié de l'eau consommée en France, c'est pour irriguer l'agriculture. Et la moitié de cette eau d'irrigation, c'est pour le maïs. Bon, aujourd'hui, vous avez des producteurs de maïs qui font par ailleurs du maïs sur maïs, sans rotation de culture, depuis 10, 20, 30 ans, quoi. D'abord, c'est des résistances. Je veux dire, ils peuvent mettre de plus en plus de pesticides. De toute façon, maintenant, c'est résistant. Enfin, les ravageurs sont résistants aux pesticides, donc il faut en mettre de plus en plus. Et puis, c'est ultra consommateur d'eau. Et je veux dire, ce modèle n'est pas durable. Enfin, c'est une fuite en avant. En fait, ce gouvernement fait aller les agriculteurs droit dans le mur. Et droit dans des conflits qui vont être terribles avec les habitants. Ouais. Et ben là, du coup, on a une convergence d'intérêts qui devrait être accompagnée. Encore une fois, les paysans, moi j'en suis convaincu, puis c'est les enquêtes qui le disent, sont prêts à aller sur cette transition agroécologique. Il y a un intérêt pour les citoyens et citoyennes en termes d'habitat, de santé, etc. Donc il faut converger ces intérêts-là, pas les opposer, et accompagner en fait cette transition-là qui est bénéficiaire à l'ensemble des citoyens et citoyennes, des paysans, des paysannes. C'est d'intérêt général. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on a un gouvernement qui est à la botte de la FNSEA. Nous, on ne veut pas être dans une espèce de guéguerre syndicale, mais la cogestion, là, en ce moment, elle est mortifère. Elle est mortifère pour les citoyens et citoyennes, elle est mortifère pour les paysans et les paysannes. Donc nous, notre espoir, en fait, c'est de réveiller une conscience citoyenne qui existe. Hein, les 2 500 000 signataires, ils sont là, et c'est ultra important. Donc, nous, dans notre lutte, ça va être la convergence avec des associations citoyennes de protection de l'environnement, mais aussi des nouvelles associations qui montrent aussi la volonté des citoyens et citoyennes à ne pas subir des attaques sur leur santé, comme Cancer Colère, qui est pour moi une association importante qui dit c'est pas normal qu'on subisse en fait un environnement qui développe des cancers. Donc tout ça, je pense que ça va être ça, les mobilisations de lutte, et aussi un travail de débunkage en fait de ce match, encore une fois, qui est mortifère, de ce match écolo vs agri, parce qu'en vrai, on a tout intérêt, nous, à être des écologistes pratiques et faire de l'écologie politique. Moi, je le revendique. On veut, nous, à Confédération Paysanne, faire de l'écologie politique, parce que notre avenir productif, il est aussi dans le maintien des haies, il est aussi dans le maintien d'un habitat vivable et d'un habitat partagé, quoi. Et pour être très concrète, le maïsiculteur, tu vois, qui fait du maïs sur maïs chaque année, c'est comment, et là je parle en tant que législateur, enfin député, c'est qu'est-ce que
l'État lui offre pour faire sa transition, quoi. C'est-à-dire pour faire autre chose, pour faire d'autres rotations de culture, pour faire aussi d'autres productions, en fait, sur voilà, comment il se diversifie, quels débouchés on lui donne. Bah, quand je parle de des cantines, eh ben voilà, si à côté, eh ben on dit que maintenant, la ville d'à côté, elle va pouvoir lui acheter des légumes ou d'autres productions, bah, il pourra faire autre chose. Et donc, il faut donner ce que tu disais, il faut maintenant donner aussi. Il ne s'agit pas de dire seulement, bon, bah, faire du maïs sur maïs, c'est terrible, faut arrêter. Non, il faut lui donner les moyens de faire autre chose. Donc nous, on prône, en tout cas à la France insoumise, par exemple, les contrats de transition agroécologique. Donc c'est-à-dire que l'argent public, il sert à ça, à faire cette transition agroécologique, notamment. Et puis on lui offre les débouchés qui vont avec des prix qui soient justes, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Nous rappelons à nos chers auditeurs que Le Vent se lève est un média entièrement bénévole. Abonnez-vous, activez la cloche. N'hésitez pas à apposer un pouce bleu à cette vidéo pour aider à son bon référencement. Et si vous appréciez notre travail, si vous souhaitez que nous puissions pérenniser ces entretiens croisés, vous pouvez nous faire un don mensuel via le lien indiqué en description de cette vidéo. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci.